Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre le Racing Club de Strasbourg, du coach Rosenior et l'Olympique Lyonnais, du coach Paulo Fonseca. Alors je n'ai pas un grand sourire, je ne vous le cache pas parce que ce match-là, ça m'a gonflé. Défaite de l'Olympique Lyonnais, 4-2 au terme d'un match, encore une fois, une nouvelle fois. Une énième fois, un match en deux temps, un match à deux visages avec un Noël qui peut aussi bien, durant 45 minutes, être beau, chatoyant, techniquement propre, être dans l'emprise technique, que tu te dis que tout va bien, qu'on fait un bon match, et subitement, pour des raisons qui sont vraiment dures à expliquer, qui peuvent nous échapper comme ça de l'analyse. Voilà, t'as pas le droit comme ça, de bazarder un match sur une seconde mi-temps, qui, en tout point, est l'inverse de la première. Alors, on peut dire que Strasbourg a monté le curseur, c'est vrai, mais je pense qu'on a aussi fauté. Sur quasiment chaque temps faible de l'OL, à chaque fois, on était en grande difficulté. Ce n'est pas possible au plus haut niveau de subir autant, d'être autant en PLS sur chaque temps faible. C'est pas possible. Ne nous mentons pas, je ne connais aucune équipe, et vous c'est pareil j'imagine, qui peut espérer jouer le top 4 en Ligue 1 en ayant autant de trous d'air au cours des matchs. C'est juste impossible. Enfin, bref, ça on en reparlera après. Il y a beaucoup à dire, les amis. Pensez au petit pouce malgré tout, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche si le cœur vous en dit. Je ne vous cache pas que ce soir, j'ai pas forcément envie d'être joyeux, mais c'est pas grave, on va faire un débrief ensemble, une petite thérapie collective pour oublier cette mauvaise soirée, cette mauvaise semaine après les résultats, les comptes de résultats de l'OL qui montrent un déficit structurel sur 6 mois assez important. Eh bien, défaite, et donc l'énorme contre-performance du week-end pour l'OL qui fait la vraie très mauvaise opération. On commence par l'histoire du match. Alors, l'histoire du match, elle est encore une fois très simple à comprendre. On a encore vu, encore une fois, une nouvelle fois, une énième fois, un Noël en deux temps. Un Noël à deux visages. Et ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux, comme ça, faire 45 minutes de bonne qualité, où, grosso modo, tu as une emprise technique sur le match, tu gères le match, tu maîtrises le match, tu parviens à annuler tout ce que fait de bien Strasbourg depuis des mois et des mois. Et en seconde mi-temps, c'est l'effet inverse. C'est l'extrême inverse. Tu perds les pédales, tu dégoupilles. Strasbourg monte un petit peu le curseur intensité, et là, tout explose. Tout part en cacahuète complet. Voilà, moi je veux comprendre. J'avoue que là, je me heurte à mes limites d'observateur. Évidemment, j'ai quelques arguments qui peuvent tenter d'expliquer pourquoi on a vu un Noël en deux temps avec un visage plutôt positif et un autre nettement moins en seconde mi-temps, mais bordel, qu'est-ce que c'est frustrant. C'est franchement très très frustrant, parce que ce match-là, dans un monde normal, logiquement, à la mi-temps, il y a 1-0 pour l'OL, et en seconde mi-temps, tu dois gérer, quoi. Tu dois temporiser, gérer, calmer le jeu, et faire preuve de plus de maturité. Moi, j'écoutais en avant-match ce qu'a dit Georges Maciel, l'adjoint de Fonseca. Il a longuement insisté sur la maturité. Il avait dit, on doit faire un match rempli de maturité. Eh ben non, parce que sur 45 minutes, oui, mais sur 90, non. Et malheureusement, c'est un point qui est récurrent. On voit trop souvent cet OL en deux temps qui peut très bien faire un match de grande qualité, où tu te dis, bah super, en fait, l'issue du match ne dépend que de nous. C'est nous-mêmes qui allons dire si oui ou non on va gagner le match. Et d'un coup, sur une mi-temps, puis une autre, là, tout change. Tout change. J'ai vu ce match, rappelez-vous, contre Reims. D'ailleurs, j'y étais à l'époque, où en gros, sur une mi-temps, on voit un Noël qui est flamboyant, qui impressionne tout le stade de l'Aune. À l'époque, on m'avait dit, mon grand, ton équipe, elle est vachement belle à voir jouer, il n'y a pas eu mieux ici à Reims depuis maintenant quasiment un an. Et en seconde mi-temps, c'était l'effet inverse. Il y avait eu ce match contre Lille, à Pierre-Mauroy, dans le Nord, j'étais aussi, où en gros, on fait une mi-temps en termes de match catastrophique, pas d'intensité, pas de rythme, vraiment, il n'y a rien qui y allait. Et en seconde mi-temps, l'effet inverse. Ça, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'après autant de semaines, on n'arrive pas à produire des matchs régulier dans la densité du début à la fin. C'est un truc qui me rend dingue, et que de points perdus bêtement. Là, il y a deux lectures. On peut dire que soit l'OL a baissé le pied, était moins bien physiquement, ce qui est possible. Moi, je pense qu'il y a un argument physique qui, dans cette OL-là, revient très souvent. Il y a des profils de joueurs qui sont bons sur une tranche de match,
mais ne parviennent pas à faire l'ensemble du match sur le même niveau, le même rythme et la même intensité. C'est quasiment pour eux impossible. Coucou Verretou, coucou Tessman. Voilà, c'est ce profil-là de joueurs qui ne parviennent pas sur tout le long du match à être bons du début à la fin. C'est trop pour eux physiquement. Il y a cet argument-là, et il y a aussi un point de vue un petit peu, opposé, consistant à dire que oui, on a été bon durant 45 minutes, c'est vrai, mais au final, est-ce que la première mi-temps n'est pas la conséquence d'un Strasbourg qui a été, et je le pense sincèrement, en dessous de ses standards habituels. Strasbourg, d'ailleurs j'aurais dû en faire un avant-match, mais je n'ai pas eu le temps de le faire pour des raisons de travail. Strasbourg, c'est une équipe qui, pour moi en tout cas en Ligue 1, j'exclus l'OL, c'est l'équipe qui me procure peut-être le plus d'émotions foot cette année en Ligue 1. C'est un jeu qui est positif, porté vers l'avant, hyper intense. Alors ils ont ce défaut d'être jeunes et insouciants, ce qui fait que parfois tu sens qu'ils sont un petit peu borderline, ils peuvent flancher, ils peuvent aussi ne pas tout maîtriser. D'ailleurs on l'a vu, durant 45 minutes, Strasbourg n'a pas tout maîtrisé. Il y a eu plein de relances courtes, circuits courts qu'ils ont voulu mettre en place et qu'on a très bien géré, qu'on a su contrer, avec pour nous un très bon contre-pressing durant, je dirais, une mi-temps. Ça, c'est le défaut de Strasbourg. Mais après, c'est une équipe qui met tellement de jus, de rythme, de course, de verticalité, de projection, de générosité. En fait, ils ont les défauts de leur qualité. Une jeune équipe, c'est vrai, mais jeune équipe remplie de peps et vraiment fraîche, quoi. Une équipe qui est fraîche, qui est positive. Et au final, je dirais que Lyon, l'OL a eu une mi-temps, Strasbourg a eu la sienne. Sur l'ensemble du match, est-ce que le 4-2 est sévère? Je pense que oui, parce que je pense que on va dire que le match nul aurait été mérité à mes yeux, avec avantage au point pour Strasbourg. Voilà, c'est comme ça que moi je le vois sur l'ensemble du match. Maintenant, si on reprend un petit peu le détail de l'histoire du match, alors l'entame est bonne pour l'OL, comme je l'ai dit, on a je crois 3 ou 4 situations nettes. Il y a le centre-tir côté droit de Verretou qui a une belle intuition et qui n'est pas loin de tromper Petrovic. On a eu aussi l'occasion, la très belle reprise de volée du gauche de Mikotadze qui touche la barre des Strasbourgeois. Il y a aussi eu la frappe du gauche de Verretou dans la surface après un 1-2 avec Cherki. On a eu grosso modo 3-4 moments très chauds au cours desquels on aurait dû marquer. Et il me semble, pour être très précis, que à la demi-heure du match, l'OL avait, je crois, 0,85 expected goals, ce qui est quand même pas mal. Et je pense qu'à la mi-temps, le 1-0 aurait été mérité. En fait, l'approche du match de l'OL est bonne. L'approche du match, la lecture du match qu'a pu faire le staff et Fonseca, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Moi, je vous le dis, Strasbourg, je les ai vus cette année quasiment tous les matchs, même oui, tous les matchs. Et j'ai rarement vu Strasbourg être autant perturbé dans leur circuit de passes courtes pour relancer depuis août. Quasiment jamais. Et là, j'ai vu un OL qui a su bloquer les circuits de passe préférentiels de Strasbourg. J'ai vu un OL qui a imposé des temps de pressing, des temps forts. On était dans leur camp installé. Et ça a duré, je dirais, oui, une bonne demi-heure. Du coup d'envoi à la demi-heure de jeu. Après, ça s'est un petit peu rééquilibré et nivelé. Mais sinon, on voit un OL qui entame par le bon bout le match. Vraiment. Et c'est ça qui est vraiment frustrant parce que durant une mi-temps, j'ai vu un OL qui était bien disposé, un bon jeu positionnel les uns par rapport aux autres, avec ce 4-2-3-1 qui est vraiment très très théorique comme souvent je le dis, qui peut se déformer, qui est très liquide. Il y a des phases de jeu. En fait, en phase 1, quand Perry a la balle et qu'il veut créer un décalage, là on est vraiment en 4-2-3-1 avec deux centraux qui écartent le jeu, deux latéraux un peu plus haut et devant un pivot double qui était aujourd'hui donc Tessman plus Verretou, qui ont pour mission de créer par leur disponibilité la première sortie de balle. Ça, c'est la phase 1. Phase 2, dans le cœur du jeu, aux environs du rond central. Ce qu'on a vu de bien durant, je dirais, là encore une mi-temps, un OL qui parvenait à déployer son jeu, à être sur toute la largeur, Tolisso quasiment demi-espace gauche, à droite Nuama, très axial, Cherki qui soutenait un Mikotadze plutôt demi-espace gauche avant. Enfin bref, c'était vraiment assez équilibré, homogène et bien disposé. Un vrai bon jeu positionnel. Moi, j'ai aimé ce qu'on a fait durant une mi-temps, mais le problème, c'est que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Et quand tu ne parviens pas sur ton temps fort qui dure, je dirais, une bonne demi-heure sur le coup d'envoi du match, quand tu ne parviens pas à planter, à marquer, t'es pas à l'abri d'un retour de Strasbourg qui, il faut le dire, fait une très bonne seconde mi-temps. Et ça, c'est l'histoire de la fin du match. Au retour des vestiaires,
On voit un Noël qui a une chute de tension qui est énorme, phénoménale, incompréhensible. Moi, j'hallucine. Quand tu passes d'un Noël qui est protagoniste dans le camp adverse, qui se crée plein d'occasions, qui met en grande galère ce Strasbourg, qui est une équipe volontaire, généreuse, dynamique, qui a fait souffrir Marseille, qui a fait souffrir Lille, comment t'expliques que tu passes de ça à rien ou presque rien? C'est incompréhensible. En fait, notre équipe, elle a ce défaut dans son ADN d'avoir des moments, des phases de déconnexion, dont je parle souvent en vidéo, en débrief, où tu te dis mais qu'est-ce qu'il se passe? Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui fait que subitement, on n'est pas à l'abri d'une couille? Tabner, Niakate, Mata. Qu'est-ce qui fait que subitement, dans le cœur du jeu, Verretou, Tessman, Matic quand il joue, ils perdent peut-être 30-40% d'un coup de leur batterie? Qu'est-ce qui explique ça? Je pense qu'il y a un phénomène physique, ça c'est évident. On a des joueurs qui ont, pour certains, un petit moteur, une petite caisse physique, et pour d'autres qui n'ont pas, je pense, le bagage physique pour répondre à l'intensité de la Ligue 1 face à un top 5, top 6 comme Strasbourg. Ça, vraiment, j'en suis intimement convaincu. Prenez le cas de Tessman. Tessman, il fait, je dirais, une bonne, voire une très bonne première mi-temps, avec ballon en phase de contrôle et de possession. Je dis bien avec ballon en phase de contrôle et de possession. Et comme Strasbourg nous a laissé jouer assez haut, forcément, Tessman, il a moins de pression, donc il est mieux. Donc il fait une bonne mi-temps, même une très bonne mi-temps. Et lui, je trouve qu'il a un peu le point qui illustre ce qui cloche, ce qui pêche dans le cœur du jeu. En seconde mi-temps, Strasbourg monte le curseur physique, intensité, plus de rythme, leur bloc monte un peu plus haut, nous on recule, et là, boum, qu'est-ce qu'il se passe? Vous connaissez la musique, sous pression, l'OL bégaye, l'OL perd pied, l'OL explose, l'OL dégoupille en plein vol. Et ça, c'est un manque d'intensité qui est criant. On n'a jamais su répondre vraiment à l'intensité mise par Strasbourg. Pour moi, c'est une des clés du match, vraiment. Vous me le direz en commentaire, les gars, mais pour moi, c'est vraiment l'un des axes qui peut tenter d'expliquer le pourquoi du comment. Je pense que physiquement, on n'a pas les armes dans le cœur du jeu pour répondre à ce que d'autres font mieux que nous. Et il manque ce foutu profil dont je parle depuis maintenant 2 ans sur Twitter et aussi sur la chaîne YouTube. Je pense qu'il nous manque ce profil dans le cœur du jeu d'un joueur qui a un gros volume de jeu, une grosse caisse physique. Parce que oui, quand l'OL a le ballon, quand l'OL a un temps fort, un temps de possession technique, on est bien. On est plutôt bien, tu déploies ton jeu, tu es espacé, tu prends tout le terrain en largeur, profondeur, très bien, vraiment très bien. Mais quand en face, leur curseur monte, quand nous, on subit, quand il y a une transition temps fort vers temps faible, eh bien là, toutes nos lacunes explosent et malheureusement, on n'a pas les armes pour répondre à ça. C'est tout le problème. Et je dirais que le comble de l'histoire, c'est que c'est peut-être l'un des matchs, si ce n'est le match depuis août, au cours duquel on est le plus dans la maîtrise durant 45 minutes. Et c'est dans ce match-là où tu te dis qu'en fait, l'issue du match ne dépend que de nous, de l'OL. C'est dans ce match-là où tu maîtrises quasiment tout de A à Z durant 45 minutes que tu ne parviens pas à être efficace offensivement et que tu baisses ton curseur physique, intensité, et au final, que tu bazardes le match. C'est vraiment un truc de fou. Il y a des matchs qu'on a, je pense, bien moins maîtrisés, mais à l'inverse, on a été beaucoup plus efficace. Et là où l'OL a quasiment, je dirais, depuis 3 semaines, offensivement surperformé, aujourd'hui, on a sous-performé, malheureusement. Donc voilà, au final, un match qui vraiment fait mal au crâne, parce que c'était un petit peu l'occasion de faire un gros coup. Strasbourg concurrent direct aux places européennes, que personne ne calculait, qui avance tranquillement, sereinement, qui petit à petit se rapproche du Graal, le top 4. Et vous verrez, les amis, je pense qu'ils ne seront pas loin du compte, parce qu'il y a plein de qualités. André Santos, Habib Diarra qui était absent aujourd'hui, Doucouré, Nanasi, Emega. Enfin bref, on passe maintenant au top et au flop du match. Alors, mon top du match, je dirais que si je reprends la performance sur l'ensemble du match, je dis bien sur l'ensemble du match,
Peut-être que je peux distinguer Mikotadze, qui fait un match intéressant, en plus dans un rôle vachement hybride, hein. Il était un petit peu numéro 9 parfois. En fait, il finissait comme numéro 9, mais il débutait les actions comme un peu une sorte d'offensif demi-espace gauche qui, par ses courses transversales, devait repiquer dans l'axe. Vraiment un profil intéressant dans ce match-là. Et j'ai aimé ce qu'il a fait, Mikotadze. Il est très bon pour décrocher, contribuer au jeu, prendre l'espace. Un geste de classe sur la barre qu'il met du gauche. Il fait un vrai bon match, Mikotadze, et en plus le penalty qu'il conclut à la fin. Donc je dirais Miko, c'est mon top. Alors maintenant, si on affine un petit peu, sur une mi-temps, c'est en ça que que ce match est bizarre. Sur une mi-temps, Tessman est très bon, puis à l'ouest complet. Verretou, pareil. Il fait une bonne entame de match, et après, physiquement, hop, plus rien. Silencio Stampa, plus rien. Voilà, c'est un peu, c'est dommage parce que t'as des mecs qui font un bon match sur une mi-temps, mais après ils disparaissent. Donc mon top, c'est donc Mikotadze pour toutes ces raisons. Mon flop du match, c'est pas très difficile. Sur une mi-temps, ça pourrait être Tessman, ça pourrait être Verretou, ça pourrait être pourquoi pas Nuama qui fait une fin de match un petit peu à l'envers. Mais sur l'ensemble du match, Abner, c'est pas possible. Et parfois, j'ai quelques débats avec des copains qui me disent « Ouais, Abner, il est très fort et tout, profil plus porté vers l'avant, plus moderne que Tagliafico. » Respectez-moi Nicolas Tagliafico. Respectez-moi Tagliafico, parce que franchement, entre Abner et Tagliafico, il n'y a même pas débat, il n'y a pas photo. Abner, il a un bon pied gauche, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il est tendre. Ah, il est tendre. Là, Bakwa, il l'a pris, il l'a retourné, il l'a lavé une fois, 2 fois, 3 fois... Ah, je peux vous dire que là, Abner, il est pas bien ce soir. Pas bien. Franchement, compliqué, quoi. Très compliqué. Donc pour moi, le flop, c'est Abner, et mon top, Mikotadze. Voilà. En gros, c'est mes 2 flops et top du match. Maintenant, 3e thème de la vidéo. On part sur un petit débat. Est-ce que, oui ou non, l'OL a dit adieu à l'ambition Ligue des Champions via la Ligue 1, donc le top 4 en Ligue 1. J'avais dit en vidéo que pour moi l'OL avait besoin de prendre par une projection linéaire sur la fin de la saison, je pensais qu'il fallait prendre environ 17 voire 18 points. En 8 matchs, c'est facile à comprendre, 17 points, c'est 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Donc j'avais dit en vidéo il y a maintenant 3 semaines que l'OL avait un joker. Je pense qu'on a toujours un joker. Et là on l'a cramé, on a grillé ce joker. Donc forcément, mon barème de positivité, d'optimisme, ce soir, il en prend un grand coup dans la tronche, clairement. Je suis nettement moins optimiste qu'il n'y a 15 jours. Maintenant, si on est pragmatique et qu'on fait appel à la raison et moins à la passion, on avait un joker, selon moi, donc sur les 8 matchs, une défaite. On le crame aujourd'hui. Ce qui veut dire que désormais, l'OL n'a plus le droit à l'erreur. Il ne faut plus perdre. Et il faut impérativement 5 victoires. Ce qui veut donc dire que si tu perds contre Strasbourg aujourd'hui, tu ne pourras pas perdre par exemple à Monaco, à Louis II. T'as pas le droit. Tu ne pourras pas non plus perdre contre Lille. T'as pas le droit. Donc, l'équation est toute simple. Non, on n'a pas dit au revoir, je pense, à la LDC en Ligue 1. C'est encore possible, toujours et heureusement. Mais tu ne peux plus maintenant faire de faux pas. T'as pas le droit. Tu n'as plus le droit. Et on est quasiment condamné sur les 7 matchs qui restent, à faire un parcours, oui, je dirais un sans faute. Voilà, c'est la condition sine qua non, faire un sans faute pour prétendre être top 4 en Ligue 1 à la fin de la saison. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a les armes pour le faire offensivement, techniquement, je pense que oui, mais parce qu'il faut faire un petit retour sur le match d'aujourd'hui, quand tu vois les lacunes sur les temps faibles que l'on a, ça laisse quand même songeur. Techniquement, on fait de belles choses, c'est vrai, mais sur la continuité, l'intensité, le rythme d'un match, je dirais que l'OL n'a pas totalement le profil d'une équipe qui peut faire top 4 en Ligue 1. En fait, on a un pied dans le top 4 et un pied en dehors. On a un petit peu du profil candidat au top 4, et en même temps, on a de vilaines lacunes qui font qu'on a plus la tronche, la gueule d'un top 6 en Ligue 1. Donc, est-ce qu'on finira 4 ou 6 ? Je n'en sais rien, on verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'OL, désormais, n'a plus le droit à l'erreur. Sur ce, les gones, portez-vous bien. Ciao, ciao, allez l'OL, toujours.